Des faits choquants en provenance du front, c'est un échec désastreux de l'armée russe. Les forces armées ukrainiennes sont l'armée la plus puissante du monde. Même les États-Unis l'admettent désormais. L'arrière de la Russie est en flammes. Un immense incendie dans une raffinerie de pétrole est visible depuis l'espace. Les Russes ressentent enfin toutes les conséquences de la soi-disant opération militaire spéciale. Pendant ce temps, l'Ukraine continue de s'armer rapidement. Une nouvelle alliance internationale s'apprête à livrer d'énormes quantités d'armes cruciales. Les partenaires ont formé un mur de soutien autour de l'Ukraine. La rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping a porté un coup dévastateur à Poutine. Le dictateur panique. Les meilleurs amis du dirigeant du Kremlin se détournent de lui et s'unissent contre lui. Les événements s'accélèrent à une vitesse vertigineuse. Analysons ce qui se passe en ce moment. Bonjour, ici Ukraine Today. Maria Porokonova pour vous apporter les dernières nouvelles. L'ère des victoires russes en Ukraine s'effondre sous les yeux du Kremlin. Même CNN l'admet désormais. Les forces armées ukrainiennes libèrent plus de territoires que la Russie ne peut en conquérir. Selon l'Institute for the Study of War, pour la première fois depuis longtemps, les troupes ukrainiennes ont repris plus de terres en avril que l'armée de Poutine n'a réussi à en capturer. L'offensive tant vantée et soi-disant irrésistible commence à ressembler davantage à un vieux tracteur rouillé embourbé. L'une des principales raisons de ce retournement sur le champ de bataille est la domination croissante de l'Ukraine dans le domaine des drones. Les drones ukrainiens transforment les entrepôts, postes de commandement et infrastructures logistiques russes en points de repère en flammes visibles depuis l'orbite. Tandis que les propagandistes du Kremlin tracent encore des flèches sur les cartes à la télévision, les drones ukrainiens s'emploient à effacer ces flèches dans la réalité. Nous avons réussi à inverser la tendance. Le succès de l'Ukraine est impossible à ignorer. Même les alliés l'affirment désormais ouvertement. États-Unis. Le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré que les forces armées ukrainiennes sont actuellement l'armée la plus puissante et la plus aguerrie d'Europe. Un rappel brutal pour Moscou qui a passé des années à affirmer qu'elle pourrait prendre Kiev en 3 jours. Eh bien, il ne fait aucun doute que la nécessité de mener cette guerre a poussé les Ukrainiens à développer de nouvelles tactiques, de nouvelles techniques, de nouveaux équipements, de nouvelles technologies. Cela crée une sorte de guerre hybride et asymétrique. C'est impressionnant, il n'y a aucun doute là-dessus. Je veux dire, si vous regardez, les Russes perdent 5 fois plus de soldats par mois que les Ukrainiens. Et l'Ukraine est un pays plus petit, avec une armée plus petite d'ailleurs, bien que les forces armées ukrainiennes soient actuellement les forces armées les plus fortes et les plus puissantes de toute l'Europe, pour être clair. Évidemment, c'est en grande partie grâce à l'aide qu'ils ont reçue, mais aussi à l'expérience acquise sur le champ de bataille. La Russie a connu une autre nuit blanche et Ryazan brillait comme un immense signal d'alerte. Un drone s'est écrasé sur l'une des plus grandes raffineries de pétrole de Russie, déclenchant un incendie massif. Des explosions ont éclaté vers 2 heures du matin. Les habitants se sont plaints d'un essaim de drones, de détonations semblables à des jonquilles et d'éclairs rouges illuminant le ciel avant qu'un immense brasier n'éclate. Pour de nombreux Russes, c'était probablement la première fois que l'expression « opération militaire spéciale » arrivait directement sous leurs fenêtres. Les chaînes Telegram rapportent que la frappe a touché la raffinerie de pétrole de Ryazan qui fait partie de Rosneft. Il s'agit de l'une des plus grandes installations de raffinage de Russie, traitant environ 17 millions de tonnes de pétrole par an. L'usine produit de l'essence, du diesel, du carburant d'aviation, du fioul, des gaz liquéfiés, du bitume et des matières premières pétrochimiques. En résumé, une artère critique de plus de l'économie de guerre russe s'est soudainement retrouvée à cracher de la fumée dans le ciel nocturne. Les autorités de Ryazan ont déjà officiellement confirmé l'attaque. Le gouverneur régional Pavel Malkov a déclaré que des débris de drones étaient tombés sur le territoire d'une installation industrielle. Gestion de crise classique du Kremlin. Si une raffinerie entière brûle, appelez simplement cela des débris. Le kraï de Krasnodar n'a pas dormi non plus. Les habitants de Yeisk ont également signalé des explosions et des incendies. Selon l'analyse d'Astra, la cible était un aérodrome. L'aérodrome abrite le 859e centre d'entraînement au combat, d'emploi et de recyclage des pilotes de l'aviation navale de la marine russe. Il accueille le complexe unique d'entraînement au sol Nitka, un système simulant le pont d'un porte-avions, utilisé pour l'entraînement au décollage et à l'atterrissage des avions embarqués.
L'Ukraine lance une nouvelle coalition d'approvisionnement en défense appelée Corpus, et cela pourrait devenir un cauchemar pour les plans de guerre à long terme du Kremlin. Le 30 avril, à Kiev, un mémorandum a été signé établissant une coalition pour des achats résilients et un soutien unifié. Aux côtés de l'Ukraine, les membres fondateurs incluent la Finlande, la Norvège, la Suède, le Royaume-Uni et l'Italie. CORPI est conçu comme un réseau d'agences de passation de marchés de défense coordonnées, plutôt qu'une seule grande bureaucratie. L'idée est simple, moins de doublons, une coordination plus rapide et moins de retard, tandis que la Russie s'appuie encore sur des entrepôts datant de l'ère soviétique et des vœux pieux. La coopération au sein de la coalition se fera au niveau opérationnel grâce au partage d'expériences avec les fournisseurs, aux systèmes numériques, aux normes de conformité, aux mécanismes anticorruption et à la gestion logistique. En réalité, cela signifie que l'Europe construit discrètement un pipeline permanent de coordination militaire autour de l'expérience du champ de bataille ukrainien. Si les mécanismes de coordination fonctionnent comme prévu, l'Ukraine pourrait bénéficier d'un accès plus rapide et plus prévisible aux armes des membres de la coalition. Au lieu d'accords politiques ponctuels et chaotiques, les livraisons d'armes pourraient de plus en plus passer par des structures d'achat permanentes et synchronisées. Encore plus important, l'Ukraine pourrait acquérir une influence sur les armes que les pays européens produisent réellement. Après tout, la guerre moderne est testée en temps réel sur le champ de bataille ukrainien. Les fabricants européens devront s'adapter non pas à d'anciennes théories, mais aux leçons brutales que la Russie continue de fournir gratuitement. La fête à laquelle Poutine n'a pas été invité, le sommet entre Donald Trump et Xi Jinping pourrait sérieusement affaiblir la position mondiale de la Russie. Selon The Conversation, la rencontre a montré que Washington et Pékin essaient au moins de stabiliser leurs relations après des années de confrontation. Un scénario terrifiant pour le Kremlin, qui adore lorsque les grandes puissances mondiales sont trop occupées à se battre entre elles pour remarquer que Moscou met le feu partout. Lors de l'ouverture du sommet, Xi a déclaré que la Chine et les États-Unis devaient être partenaires et non rivaux, tout en mettant en garde contre les risques d'escalade autour de Taïwan. Pékin a également montré une plus grande ouverture envers les intérêts commerciaux américains, ce qui pourrait réduire les risques d'une nouvelle guerre commerciale. Les analystes affirment que l'amélioration des relations sino-américaines affaiblit l'influence du Kremlin. Poutine tente désespérément de préserver l'image de la Russie en tant que grande puissance, soit en rendant Moscou stratégiquement utile, soit en se comportant comme l'équivalent géopolitique d'un type qui casse les meubles lors d'une fête. Ainsi, tout le monde est obligé de lui prêter attention. Le rapport met également en avant l'appel téléphonique du 29 avril entre Trump et Poutine. Selon les auteurs, Poutine a proposé de transférer de l'uranium iranien hautement enrichi vers la Russie, mais Trump aurait rejeté l'idée et l'aurait exhorté à se concentrer sur la fin de la guerre en Ukraine. Même les relations entre Moscou et Pékin semblent désormais plus fragiles. CNN. Poutine a rencontré en personne pour la dernière fois en septembre 2025 et depuis, ils n'ont tenu qu'une seule visioconférence. On dirait que l'amitié éternelle a expiré plus vite que l'équipement militaire russe sur la ligne de front. L'économie russe a déjà dépassé celle de l'Europe. C'est le conte de fées que le Kremlin continue de raconter à sa population. La réalité est tout autre. Les analystes avertissent que la Russie s'enfonce dans une crise systémique et qu'une nouvelle vague de mobilisation massive pourrait anéantir ce qui reste de l'économie du pays. Plus de détails dans le reportage. Le gouvernement russe a fortement revu à la baisse ses prévisions de croissance économique pour 2026, passant de 1,3% à moins d'0,5%. Dans le même temps, la prévision d'inflation a été relevée de 4% à 5,2%, selon le vice-premier ministre russe Alexandre Novak. Pour stimuler l'économie, fin avril, la Banque centrale a décidé de baisser le taux directeur. D'une part, cela devrait rendre les prêts moins chers, mais d'autre part, cela augmente le risque d'une hausse rapide des prix, comme l'a reconnu le gouvernement. Nous avons décidé d'abaisser le taux directeur à 14,5% par an. L'activité économique ralentit, le rythme de la demande est désormais à peu près en adéquation avec la capacité d'augmentation de l'offre. Cependant, l'inflation reste toujours au-dessus de l'objectif. De plus, les risques pro-inflationnistes ont considérablement augmenté. Cependant, le Kremlin continue d'ignorer obstinément les faits évidents, du moins publiquement. Le chef du ministère du Développement économique, Maxime Rechetnikov, a déclaré que la Russie dépasserait soi-disant les principales économies mondiales en termes de taux de croissance économique. Depuis 2017, nous avons considérablement réduit l'écart.
C'est-à-dire que si en 2017 notre PIB par habitant représentait 43% du niveau américain, d'ici la fin de 2025, il atteindra déjà presque 56%. En même temps, nous, pour ainsi dire, réduisions l'écart. Alors que, par exemple, beaucoup de nos voisins européens, en règle générale, creusaient l'écart, en d'autres termes, ils prenaient du retard. Économiquement, cela signifie que nous ne faisions pas que croître au même rythme que les autres, mais que nous dépassions même la croissance, y compris celle de l'économie américaine. Mais il semble que les Russes ne croient pas vraiment à ces déclarations, selon l'Institut pour l'étude de la guerre. Il y a eu une augmentation sans précédent de la demande de liquidité dans la fédération rien que pendant la première semaine de mai. Le volume de liquidité en circulation a augmenté d'un coup de 210 milliards de roubles, ce qui constitue un record absolu depuis le début des statistiques en 2011. Les experts relient cela aux fréquentes coupures d'Internet qui entraînent des problèmes de paiement sans contact dans les magasins. Cependant, ils constatent également une autre tendance importante dans tout cela. Il est très probable que les processus qui se déroulent actuellement n'aient pas une seule cause liée à Internet. Ils sont liés entre eux. Tout d'abord, au fait que les gens essaient d'une manière ou d'une autre de protéger leurs propres économies dans la vie pour ne pas se retrouver complètement démunis. Donc, dans cette situation, il est très probable que ces processus en cours et d'ailleurs, il est important de comprendre qu'ils continueront de croître. Par rapport à 2025, la demande de liquidité en Russie a presque été multipliée par 5. Selon les experts, il s'agit là d'un autre symptôme significatif de l'instabilité interne croissante dans la Fédération de Russie. Il est tout à fait réaliste que des files d'attente puissent se former dans les banques, dans les agences bancaires. En même temps, je tiens à vous rappeler que, quel que soit le plafond du taux d'intérêt, le système bancaire russe continue d'accorder des prêts à l'économie. Maintenant, imaginez une situation où il y a un retrait massif d'argent par les déposants alors que les prêts ne sont pas remboursés. Que se passe-t-il pour la banque? La banque déclare faillite? Le déficit du budget russe, rien que pour le premier trimestre 2026, a dépassé d'une fois et demie les prévisions annuelles attendues. Les services de renseignement ukrainiens prévoient une détérioration significative des indicateurs économiques de la Russie en cas d'une nouvelle vague probable de mobilisation. Si le Kremlin décide de poursuivre la guerre contre l'Ukraine pendant encore 1 ou 2 ans, il devra envoyer jusqu'à 300 000 personnes supplémentaires au front. Il est également important de souligner les difficultés financières de la Russie. Le déficit budgétaire de la Fédération de Russie a déjà dépassé à plusieurs reprises les chiffres prévus. Et subvenir aux besoins de centaines de milliers de soldats mobilisés nécessitera des dépenses inabordables. Le retrait massif de travailleurs de l'économie, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, ne fera qu'aggraver la situation en Russie. Après tout, la guerre moderne dépend moins du nombre de soldats que du niveau d'équipement technique, des systèmes de communication et des capacités de guerre électronique. Extrait d'une publication sur le site du service de renseignement extérieur de l'Ukraine. Les analystes avertissent qu'une nouvelle vague de mobilisation pourrait entraîner un exode massif de Russes à l'étranger. Et alors qu'après la mobilisation de 2022, certains émigrés étaient de rentrer chez eux, cette fois-ci, des spécialistes hautement qualifiés pourraient quitter le pays définitivement, ce qui affectera également les indicateurs économiques. Natalia Goussok pour la chaîne Freedom TV. La Suisse a officiellement annoncé son adhésion à l'accord élargi du tribunal spécial pour le crime d'agression contre l'Ukraine, selon le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha. Déjà, 35 pays ont confirmé leur volonté de rejoindre l'accord. La prochaine étape majeure vers le lancement du tribunal est attendue à Chisinau lors de la réunion du Conseil de l'Europe. Tout cela dans un instant. Demain, le 15 mai, des délégations de pays européens arriveront ici, au Palais de la République. La 135e session ministérielle du Comité des ministres du Conseil de l'Europe s'y tiendra. À l'ordre du jour figurent la lutte contre la désinformation, l'ingérence étrangère, le soutien à l'Ukraine et le renforcement de la sécurité. Cette réunion pourrait bien devenir historique. En effet, le Conseil de l'Europe prévoit d'approuver enfin l'accord sur la création juridique d'un tribunal spécial pour le crime d'agression contre l'Ukraine. Nous ferons rendre des comptes aux responsables du crime d'agression contre l'Ukraine. J'appelle tous les États, tant en Europe que dans d'autres régions, à se joindre à cette initiative historique. Il s'agit de principes. Andriy Sybiha, ministre des Affaires étrangères d'Ukraine, sur le réseau social X. Le simple fait de créer un tel tribunal est déjà qualifié de précédent historique.
Rien de tel ne s'est produit depuis les procès de Nuremberg après la Seconde Guerre mondiale. Le problème est qu'il est impossible d'enquêter sur le crime d'agression de Moscou dans le cadre de la Cour pénale internationale, puisque ce pays n'est pas partie au statut de Rome. Théoriquement, l'ONU, le Conseil de sécurité pourrait prendre une telle décision, mais la Russie est membre permanent du Conseil de sécurité et dispose du droit de veto. Par conséquent, l'Ukraine, avec ses partenaires, a choisi une autre voie, créer un tribunal spécial distinct pour le crime d'agression contre l'Ukraine. Ce tribunal doit tenir pour responsables les autorités ainsi que la direction militaire et politique, principalement celle de la Russie et d'autres complices du crime d'agression dans des régimes alliés comme la Biélorussie, l'Iran et la Corée du Nord. Ces individus qui ont préparé, planifié, initié et mènent l'agression contre l'Ukraine qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes ne seront jamais pardonnés pour cela. La documentation juridique de ce crime et la punition des auteurs spécifiques, et non seulement de l'entité abstraite qu'est le pays de la Russie, sont extrêmement importantes. Sans cela, il n'y aura pas de justice en Europe. Heo Hitiki, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine, dans un commentaire à United 24 Médias. Si le vote lors de la session ministérielle actuelle du Comité des ministres du Conseil de l'Europe est couronné de succès, l'étape de coordination politique et juridique pour le lancement de ce mécanisme judiciaire sera essentiellement achevée. Après la signature des documents pertinents, le déploiement pratique de l'infrastructure du tribunal à La Haye commencera et d'ici la fin de 2026, ils prévoient d'établir un comité directeur qui sera chargé de sélectionner les juges et les procureurs. Nikita Skoblikov, Viktor Golovko, Denis Antonenko. Pour la chaîne Freedom TV. En marge du sommet du Bucarest 9, l'Ukraine et la Lituanie ont signé un accord sur les drones concernant la coopération en matière de défense, d'industrie et d'expertise militaire. Le président lituanien Gitanas Nausėda a déclaré que la Lituanie travaillera avec l'Ukraine pour renforcer les capacités de défense, échanger des technologies, des expertises et des innovations, en particulier dans la défense aérienne. Les participants au sommet ont également discuté de la sécurité du flanc Est de l'OTAN et du soutien continu à l'Ukraine. Plus de détails dans le reportage. La guerre menée par la Russie contre l'Ukraine constitue un défi direct à l'ensemble de l'ordre euro-atlantique, a déclaré le président de la Pologne lors de l'ouverture du sommet du Bucarest 9. Il a co-présidé le sommet dans la capitale roumaine avec le président roumain Nikos Jordan. Le Bucarest 9 est un format de coopération entre les pays du flanc Est de l'OTAN, créé en 2015. Le groupe comprend la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie. La réunion du 13 mai a réuni le chef de l'Alliance, Mark Rutte, ainsi que le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Le sujet clé du sommet est l'avenir de l'Alliance Atlantique Nord et le renforcement de la sécurité de son flanc Est. À la lumière de la menace croissante venant de la Russie, Il ne doit y avoir aucun doute sur qui a commencé cette guerre brutale. Nous devons également pleinement reconnaître le rôle de la Biélorussie, qui continue de soutenir les efforts militaires de la Russie et permet que des actions hostiles et hybrides soient menées depuis son territoire contre les alliés et partenaires de l'OTAN. l'Europe doit s'assurer que la Russie ne puisse plus jamais lui imposer d'ultimatum, a déclaré le président de l'Ukraine. Et pour y parvenir, nous devons renforcer nos capacités de défense. Kyiv est prêt à offrir son expertise militaire, son expérience du combat, ses innovations et sa coopération dans le développement et la production conjointe d'armes à ses partenaires en mettant principalement l'accent sur les drones. J'ai proposé un accord sur les drones à l'Union européenne. Nous en avons discuté avec Ursula von der Leyen et Antonio Costa. Mais bien sûr, cela doit être développé à la fois au niveau des institutions européennes et, sans aucun doute, au niveau des pays individuels. Cela devrait être un système à plusieurs niveaux. Je suis convaincu que nous avons tous besoin d'accords bilatéraux sur les drones qui permettront d'intégrer chaque élément de la défense nationale afin que nous puissions répondre aux menaces modernes en utilisant les capacités de production européennes et l'expertise ukrainienne éprouvée par une véritable défense dans une véritable guerre. Le leadership et les efforts diplomatiques de Washington pour résoudre la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine restent d'une importance capitale, selon le secrétaire général de l'OTAN. La tâche des alliés est de soutenir l'Ukraine, qui non seulement tient la ligne, mais repousse également avec succès l'ennemi sur le front. Le président américain a tenu une réunion avec Poutine l'année dernière. Je crois qu'il était extrêmement important de commencer à engager le dialogue avec la Russie. C'est la voie de sortie de ce conflit.
En attendant, nous devons nous assurer que l'Ukraine dispose de tout ce dont elle a besoin pour continuer à se battre avec la plus grande force possible. Cela inclut le soutien vital des États-Unis. Ce soutien continue d'affluer vers l'Ukraine et est financé par les alliés européens ainsi que par tous les autres soutiens fournis par les Européens et les États-Unis. Lorsque la paix viendra enfin, lorsqu'un accord pourra être conclu, Poutine devra faire des concessions. Les récentes déclarations du dictateur russe sur la prétendue fin imminente de la guerre contre l'Ukraine sont accueillies avec scepticisme par les dirigeants européens. Tout le monde peut voir comment la Russie continue d'attaquer les villes ukrainiennes et de mener une guerre hybride contre l'Europe, a souligné le président roumain Nicu Jordan. Toutes les stratégies militaires russes ne montrent aucune volonté de paix sur le continent européen, et nous y répondons à la fois par la coopération bilatérale et au sein de l'OTAN ou de l'Union européenne. Je pourrais également ajouter la guerre hybride que chacun d'entre nous subit. Nous constatons que cela continue et nous n'observons aucun signe de volonté de paix. Nicu Jordan, président de la Roumanie, lors de son discours au sommet du Bucarest 9. Les pays de l'Union européenne sont dans une phase profonde de guerre hybride avec la Fédération de Russie. Et dans une telle situation, il est nécessaire d'agir de manière proactive, estiment les experts. Cette collaboration inclut des coentreprises stratégiques et un travail actif et approfondi sur le développement et la mise en œuvre de systèmes de sécurité avancés, tels que des systèmes anti-drones sophistiqués. Dans ce domaine spécifique, l'Ukraine a développé sa propre expertise significative et une connaissance technique approfondie, ce qui peut s'avérer très utile et extrêmement précieux pour les partenaires internationaux. Par conséquent, dans l'ensemble, c'est un événement important pour ainsi dire. Et nous voyons que ces pays, oui, en particulier ceux qui font partie de la ligne de Bucarest, les pays du Nord, de l'Europe du Nord, sont très actifs dans ce domaine. Et nous constatons la même chose avec la Norvège, par exemple, qui n'est actuellement pas présente à ce sommet. Mais dans l'ensemble, cela démontre en réalité la bonne approche, oui, lorsqu'il s'agit de soutenir l'Ukraine et de construire une base industrielle afin de favoriser cette autonomie stratégique tant évoquée pour l'Union européenne. Dans leur déclaration commune, les participants au sommet du Big Nine ont souligné que soutenir l'intégration euro-atlantique de l'Ukraine et ses capacités de défense constitue un investissement dans leur propre sécurité. Les experts notent que, pour les pays du flanc et de l'OTAN, les relations avec Kyiv ont depuis longtemps dépassé la simple solidarité politique. L'Europe construit un nouveau système de sécurité collective dans lequel l'expérience de combat de l'Ukraine, la production conjointe d'armements et le développement technologique s'intègrent à une architecture de défense partagée. Karina? C'était Lolo Yan pour Freedom TV Channel. Merci de nous avoir suivis.